Bonjour. Un policier parmi tant d'autres vagnants s'est encore éteint, non sous les balles d'un assaillant, mais sous le poids d'un mal-être que personne n'a su ou voulu voir. Serro Cyril, sous-brigadier en service à la compagnie mobile d'intervention de Zobo, a retourné son arme contre lui-même, mettant fin à une douleur qu'il ne pouvait plus porter. Un mois plus tôt, il avait tenté de s'empoisonner, selon certains journaux. Il avait été sauvé. Mais après cette première lettre, on se demande qu'est-ce que sa hiérarchie a pu faire. Qui ou quel psychologue a pris le temps de sonder son âme, d'écouter ses silences, de mesurer ses blessures invisibles, et ce, pendant combien de temps? Si cela a été fait, quel genre de progrès, aussi loufoque que cela puisse paraître, aurait pu permettre de remettre en service en moins d'un mois quelqu'un qui a tenté de se suicider quelques jours plus tôt? La réponse à cette question paraît claire. Il y a eu une négligence. L'homme est revenu à son poste, comme si rien ne s'était passé, comme si un séjour à l'hôpital suffisait à effacer la détresse qui l'avait conduit à avaler du poison. On l'a remis en uniforme, on lui a redonné son arme, on l'a renvoyé en service, avec cette même solitude, ce même poids sur les épaules. Ce qui devrait arriver arriva. Son épouse l'a retrouvé enfermé dans leur chambre après avoir frappé en vain à la porte. Un corps gisant dans le sang, un homme tombé sous le feu de son propre fusil. Un autre aspect intriguant est le silence autour de la détonation d'un AKM. Comment un coup de feu aussi puissant a-t-il pu passer inaudible dans le voisinage, au point que ce soit seulement l'épouse qui, bien plus tard, donne l'alerte? C'est juste une question de curiosité, puisqu'un fusil d'assaut AKM n'est pas une arme silencieuse. Au contraire, il est réputé pour son bruit particulièrement fort lors du tir. Naturellement, il y a dans cette affaire des zones d'ombre, des questions qui troublent, des silences qui pèsent aussi lourds que le destin de cet homme. Mais au-delà de ces cas précis, ce suicide est un symptôme, un signal d'alarme que nous nous refusons d'entendre. Les policiers souffrent, les militaires aussi. Ils subissent la pression d'un métier où l'erreur n'est pas permise, où l'on doit être fort, toujours fort, même quand l'âme vacille. Ils sont formés à affronter le danger. Mais qui les prépare, eux, à affronter leurs propres démons? À qui osent-ils parler sans craindre d'être jugés, mis à l'écart ou perçus comme faibles? Il est temps que l'État, en dehors des efforts salutaires qu'il fournit pour outiller matériellement, puisse mieux prendre conscience de cette réalité et outiller aussi moralement nos soldats. Il est temps de s'interroger sur les conditions socio-professionnelles et l'accompagnement surtout psychologique, peut-être inexistant ou insuffisant, de ces hommes et de ces femmes en uniforme que l'on envoie en mission. Trop souvent, on pense qu'un uniforme protège, mais il ne protège pas des souffrances intérieures, il ne protège pas de la détresse. Ce qu'il faut, ce ne sont pas seulement des armes pour faire régner l'ordre, mais des mesures humaines pour préserver ceux qui le maintiennent. Faute de quoi, ces drames continueront. Et avec eux, la froide indifférence d'une société qui ne s'émeut que trop tard. Aujourd'hui, une femme pleure son mari. Une famille perd son fils. Un père, un frère. Une unité contre un homme de moins. Et demain, combien d'autres policiers sombreront sur ce silence institutionnel? Combien d'autres devront souffrir en silence jusqu'à ce que devienne trop lourd le poids des armes ou jusqu'à ce que prennent le dessus les lois des larmes? En attendant, rabattons nos paupières et élevons nos cœurs pour la prière.
C'était votre chronique Contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.